Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. Les députés guinéens viennent de voter à l'unanimité le code forestier soumis par le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. L'objectif visé par ce code consiste à prendre des mesures protectrices de l'écosystème forestier, notamment la préservation de la faune et la flore. Avant d'accorder quand même un vote favorable, les députés ont insisté sur l'applicabilité de ce code. Oumar Sow, explication. Après son adoption en 1989, puis révisé en 1999, l'ancien code forestier juste avant son approbation ne reflétait plus au règlement forestier national et international. Une préoccupation d'ailleurs qui a poussé le département de l'environnement, des eaux et forêts à soumettre ce code forestier à l'amendement des députés. À travers le vote positif qui lui a été réservé par les élus du peuple, la ministre du département de tutelle entend asseoir les bases juridiques qui sont celles de mettre en harmonie le développement des forêts et celles de la conservation des espèces boisées. Le lieu de remercier ici l'ensemble des députés d'avoir accepté de voter ce nouveau code forestier de notre pays. Les prochaines étapes seront, comme je l'ai dit tantôt, la vulgarisation de ce code à travers tout le territoire national. Pour le président de la commission environnement à l'Assemblée nationale, l'adoption de ce nouveau code des forêts va permettre certes à la Guinée de résoudre les problèmes situés au niveau des forêts. Cependant, les députés tiennent à ce que cette loi soit vulgarisée au niveau des citoyens. Les députés demandent l'applicabilité, comment on peut appliquer le code quand ce n'est pas voté et promulgué. Nous sommes heureux que ce code est voté et que ce sera promulgué. Et nous demandons au département de l'environnement de tout faire pour suivre logiquement l'applicabilité, les textes d'application. L'adoption de ces textes légaux liés à la protection de l'environnement vise à permettre à la Guinée d'avoir des éléments de correction par rapport aux agressions dont font l'objet la faune et la flore. Le paludisme, selon les spécialistes, est le plus grand facteur d'hospitalisation et de mortalité en Afrique. En prélude donc à la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé à Nairobi lundi dernier le test très prochain d'un vaccin antipaludique à grande échelle dans 3 pays échantillons. Il s'agit du Kenya, le Ghana et le Malawi. Ce vaccin est destiné essentiellement aux enfants les plus touchés par cette maladie. Diao Bachir, commentaire. Le vaccin antipaludique baptisé Mosquirix a été mis au point par l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques britanniques en partenariat avec l'ONG Initiative sur les vaccins contre la malaria. L'Organisation mondiale de la santé espère vacciner 360 000 enfants dans les 3 pays où le vaccin sera testé, notamment le Ghana, le Malawi et le Kenya d'ici 2020. Une volonté exprimée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme ce 25 avril 2017. L'Afrique est de loin le continent le plus touché par le paludisme. Selon des chiffres publiés par l'OMS en 2015, sur les 229 000 personnes tuées des suites de cette maladie, 92% des victimes se comptaient sur le continent africain. Au total, le paludisme touche 212 millions de personnes. Un enfant de moins de 5 ans en est victime toutes les 2 minutes selon cette institution internationale. En Guinée, malgré les efforts qui sont en train d'être fournis par les autorités sanitaires et ses partenaires, la maladie continue de faire des victimes. Les seuls moyens alors qui restent pour le moment efficaces sont l'hygiène, la propriété et l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Comment prévenir et gérer les conflits communautaires? La question était au centre d'un atelier ce lundi à Conakry et l'approche vise à permettre d'une part aux citoyens de renforcer la cohésion sociale au sein des groupes ethniques et d'autre part renforcer le contact social entre les gouvernants et les gouvernés. C'est une initiative de l'ONG WANEP Guinée en collaboration avec Catholic Relief System et l'ECPH sous financement de l'USAID. Soirée Boubacar.
En Guinée, la problématique des tensions communautaires, notamment les violences électorales et les conflits en zone minière observés ces derniers temps fragilisent davantage les relations au sein des groupes sociaux. Cette situation qui continue à freiner le processus de développement du pays reste une préoccupation majeure des acteurs de la société civile guinéenne. C'est dans ce cadre qu'un atelier de renforcement des capacités sur le système d'alerte précoce et de réponse rapide sur la prévention et la gestion des conflits a été initié selon le coordinateur national du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix OANEP. L'objectif principal, c'est comment outiller ces structures de base en termes de prévention et gestion des conflits afin qu'elles soient capables de collecter, analyser les informations liées à la sécurité humaine et d'y apporter des solutions. Pour le responsable des programmes de l'Organisation catholique pour la promotion humaine à Conakry, cette initiative répond à la mission de l'OCPH en ce sens qu'elle œuvre pour un maintien de la quiétude sociale. La solution pour les crises que vive notre pays aujourd'hui, vraiment, c'est de nous donner la main, promouvoir la cohésion entre toutes les composantes de notre société. Au nom du Conseil communal des organisations de la société civile de Matam, Abdoulaye Kedjadou Touré lui a invité les acteurs concernés par ce processus à jouer pleinement leur rôle dans la coexistence pacifique entre les communautés. Dans la résolution des conflits, aucun partenaire ou aucune partie prenante ne doit être laissé pour compte. Cela doit vous interpeller. Que dans votre travail qui vous sera confié désormais, que vous devez être des leaders, vous devez être un groupe qui mobilise, qui draine les gens à aspirer à un lendemain meilleur. À rappeler que ce présent séminaire intervient dans la mise en œuvre du projet de cohésion culturelle pour la paix et la prospérité. Il concerne les communes de Matoto, Matam, Ratouma et 4 préfectures à savoir Kankan, Sigiri, Kouroussa et Dingiraï. Actualité oblige. Conakry est plein dans cet événement. Conakry, capitale mondiale du livre. Un espace ouvert aux auteurs, éditeurs et lecteurs pour hisser haut le livre. Durant cette période, ils sont nombreux des auteurs qui présentent leurs œuvres. C'est le cas du journaliste et écrivain Boubacar Yassine Diallo avec son ouvrage « Je m'appelle Conakry ». Voluminé d'une centaine de pages, Je m'appelle Conakry retrace non seulement l'histoire de la capitale guinéenne, mais aussi les souvenirs d'une institutrice belge qui a vécu ici même à Conakry à l'aube des indépendances. Saloum Kondé. Parcourant ces livres de Boubacar Yassine Diallo, on découvre tout d'abord le passé de Conakry avec ses premiers habitants. L'auteur a aussi rappelé dans cet ouvrage la beauté physique de la capitale guinéenne, autrefois qualifiée de perle de l'Afrique de l'Ouest. D'ailleurs, l'écrivain s'est mis dans la peau de Conakry pour lui donner la parole. Donc Conakry parle au présent. C'est moi, Conakry, qui vous parle maintenant que j'ai été choisi pour devenir capitale mondiale du livre. Je vous parle de mon histoire, de l'histoire même de mon nom. Je vous parle des premiers étrangers qui sont arrivés. Je vous parle des infrastructures. Je vous parle de mes mines, parce que j'étais aussi une zone minière. Voilà la première partie de ce livre, ce qu'on peut appeler le premier chant. Le récit narré dans ce livre réveille aussi les souvenirs d'une enseignante belge qui était venue lorsque les Français sont partis après l'indépendance. Et c'est pour faire le succès de Conakry, capitale mondiale du livre, que l'auteur a pensé à immortaliser cette belle histoire. Et je lui ai demandé d'écrire ses souvenirs, et elle a écrit ses souvenirs qui constituent le deuxième chant du livre. Le livre a été écrit parce que Conakry a été choisi. Et la deuxième chose, c'est de réveiller tous qui détiennent des informations, des récits, des témoignages de leurs arrière-grands-parents, de leurs parents, parce que c'est de l'oralité, pour que ces témoignages sortent. Troisième chose, j'espère que les historiens vont fournir beaucoup plus d'efforts pour écrire de manière définitive cette histoire-là, parce que il y a beaucoup plus d'anecdotes que d'histoires, et c'est pour ça, à un moment donné, j'ai mis histoire avec S, histoire. Avant de clore cette cérémonie de dédicace, l'auteur a précisé que l'apparition de ce livre n'est qu'une première édition. Boubacar Yassine Diallo promet donc plus de photos et de témoignages dans la deuxième.
Autre dédicace dans cette ambiance de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est celle du livre collectif intitulé Embarquement pour Conakry, capitale mondiale du livre, constitue l'une des premières rencontres annoncées. Les auteurs qui sont issus des corporations diverses ont expliqué à l'assistance le contenu de cette œuvre qui retrace le chemin parcouru par chacun pour aboutir à Conakry, capitale mondiale du livre. Ça, à Louyamboulo. Ce sont près d'une dizaine d'auteurs qui ont participé à la rédaction de ce manuel édité par la maison d'édition Harmattan Guinée. Dans cette œuvre, ils expliquent le chemin parcouru pour arriver au plus grand événement littéraire dans l'histoire de la Guinée. Ça, c'est un livre collectif que nous avons écrit avec nos amis. Ça, c'est un livre collectif. Je suis Binta Han, écrivaine guinéenne. Ça, c'est un livre collectif que nous avons fait avec des amis et pour un peu parler de Conakry, capitale mondiale du livre, parler des 72 heures du livre, parler des différentes expériences que nous avons eues à travers cette aventure. Dans Embarquement pour Conakry, capitale mondiale du livre, chacun de ces auteurs, appartenant à des couches socio-professionnelles différentes, ne met qu'en exergue ses propres expériences ou son histoire dans le cadre des 72 heures du livre qui finissent par accoucher de Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Binta Han, l'auteur du célèbre roman Mariage par colis, elle nous plonge au cœur d'une histoire imaginaire où une jeune fille se donne pour tâche d'offrir une chance au livre. La partie qui m'intéresse, j'ai écrit sur une petite fille qui voulait sauver les livres. À chaque fois qu'elle va au marché, elle voit les femmes couper les livres pour mettre les condiments. Et donc son combat, c'est d'essayer d'insensibiliser ces femmes pour leur dire arrêtez de couper ces livres parce que ces livres constituent notre histoire. Parmi les auteurs de cet ouvrage figure en bonne place Lamine Kapi Camara, l'ancien ministre des Affaires étrangères et actuel président de l'Association des écrivains de Guinée. Il nous amène, quant à lui, à relire quelques-uns de ses nombreux discours prononcés pendant les cérémonies d'ouverture et de fermeture des 72 heures du livre. Du centre culturel franco-guinéen à la Blue Zone de Kaloum, les stands reçoivent tous les jours des visiteurs, acheteurs et autres curieux du livre. À cet événement, la société civile guinéenne ne reste pas à marge. Le ballet citoyen aussi occupe un stand où la structure offre aux visiteurs des documents comme le dernier rapport d'évaluation des services publics. Nos reporters y ont fait un tour, le point avec Aïssata Foufana. Offrir une tribune d'expression aux ONG de la société civile guinéenne à travers l'exposition de leurs rapports d'activité menés sur le terrain et surtout octroyer des documents aux citoyens, voici l'ambition qui anime la cellule du ballet citoyen qui lui aussi s'est taillé une place à ce rendez-vous Planète du Livre. La société civile à travers le ballet citoyen a bien voulu participer, non seulement présenter certains documents sur lesquels nous travaillons, mais aussi nous avons des rapports d'évaluation de la promotion des services publics que nous avons bien voulu mettre à la disposition de nos citoyens. Ce qui va les permettre d'ailleurs de connaître à peu près quels sont les niveaux de prestations de nos services publics. Donc, et aussi nous avons bien voulu que ce soit une activité collégiale où toute la société civile, les organisations de la société civile viennent au stand que le ballet a bien voulu mettre à leur disposition pour que chacun essaye de publier ces articles ou les activités qu'elle mène sur le terrain. Bon nombre de visiteurs ont bénéficié gratuitement des livres offerts par cette structure. Parmi ces livres figurent entre autres documentations des institutions partenaires au mouvement social. Vous trouverez qu'il y a beaucoup de documents que nous avons exposés. Surtout, nous avons la Constitution qui est le livre mère des citoyens guinéens. Nous avons aussi quelque part le livret des citoyens. Nous avons des documents sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires. Nos partenaires ont bien voulu mettre leur documentation à notre niveau, ce qui va nous permettre non seulement d'expliquer le contenu aux visiteurs qui viennent. Les membres de cette ONG restent persuadés que Conakry méritera la confiance placée en elle et que les Guinéens redécouvriront le goût de la lecture. Pour la promotion et la défense des droits des enfants, l'ONG Plan International Guinée œuvre
pour la production des documents destinés à cet effet. Et l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, est un boulevard pour Plan International Guinée de présenter aux visiteurs des œuvres parfois même écrites par les enfants. Sous le stand de Plan Guinée, notre reporter Alpha Mamadouba est passé là. Suivez son reportage. Cette organisation internationale a lui aussi tenu à installer un stand dans l'enceinte de la Blue Zone de Kaloum qui a abrité le lancement officiel de cet événement. Un stand ameublé des ouvrages qui parlent des droits des enfants. Une manière pour cette organisation d'inciter les tout-petits à la lecture afin qu'ils puissent défendre leur cause. Collaboration avec les autorités de la Guinée à tous les niveaux et notamment avec le ministère des Affaires sociales. Il est donc important pour nous, en partenariat avec ce ministère, de pouvoir saisir l'opportunité pour donner la chance aux jeunes, aux enfants et particulièrement aux filles de pouvoir lire pour justement qu'ils et elles puissent faire la promotion de leurs propres droits et l'égalité pour les filles. C'est donc une opportunité pour nous de plaidoyer en faveur de la lecture sur les droits des enfants, l'égalité pour les filles. C'est aussi une opportunité pour que les enfants puissent défendre leur propre cause. Plan Guinée estime que l'événement Capitale mondiale du livre est une opportunité qui leur est offerte pour encourager les enfants à prendre leur destin en main. C'est pourquoi cette institution promet d'ouvrir d'autres points de lecture à travers la capitale. Nous pensons que c'est effectivement une opportunité pour nous de pouvoir encourager les jeunes et les jeunes filles à décider sur leur propre vie, à apprendre sur leurs propres droits, à diriger leur propre vie et à s'épanouir. Et donc dans ce contexte, en plus de ce stand, nous allons aussi faire 5 autres points de lecture en profitant des événements internationaux liés aux droits des enfants comme la Journée internationale de la jeune fille. Visitant l'exposition de Plan Guinée, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance se dit satisfaite de cette initiative. Sanaba Kaba reste convaincue quant à la collaboration de cette institution onusienne et son département. En tant que ministre de l'Action sociale, je suis soulagée, je suis rassurée et ça me donne de l'espoir que le partenariat Plan Guinée, gouvernement Guinée en général et Plan Guinée, département de l'Action sociale en particulier, est un partenariat gagnant-gagnant dans l'intérêt de construire une nation solide qui va être notre nation guinéenne. Ce stand de Plan Guinée est animé par le Parlement des enfants de Guinée. Du centre culturel franco-guinéen à la Blue Zone, les lieux ne désemplissent plus depuis quelques jours. Une vue d'ensemble donc avec Alcénie Diallo. Lundi, deuxième jour des 72 heures du livre, même durée pour Conakry, capitale mondiale du livre. Alors que le premier s'apprête à fermer ses portes ce mardi, le second continue d'accueillir ce qui pourrait jusque-là être ses premiers visiteurs. Sous les stands bâtis à la Blue Zone de Kaloum, des éditeurs étrangers et guinéens tentent d'écouler leurs marchandises. Les avis restent partagés quant à l'engouement après juste la cérémonie d'ouverture. Si côté sénégalais, l'on constate une diminution de l'engouement comparativement aux jours précédents, côté guinéen, les visiteurs se disent plutôt satisfaits de la mobilisation autour du livre. Il y avait beaucoup de monde hier, vraiment on a fait des ventes hier sur presque une cinquantaine d'ouvrages. Il y avait vraiment du monde, donc on a visité le stand, donc on était vraiment ravis que se passerait donc les 2 jours restants peut-être, ça va passer ainsi. L'ambiance quand même, c'est pas comment dire, mais ça motive quand même les gens, ça motive. Quand tu vois, tu es motivé, tu as envie d'acheter des livres, lire. Debout sous son stand, Madame Aïssatou se donne la peine d'expliquer aux élèves qui se présentent sous ses yeux l'importance de la lecture dans leur formation. Sur sa table, ses œuvres au nombre de 6 qu'elle a réussi à mettre à la disposition du public lecteur guinéen. Ce que je dis à mes enfants souvent, que disons que le numérique, c'est vrai que c'est de votre âge, mais que ça ne remplace pas le livre. Et moi, je vous encourage à lire plus. Pour moi, le livre, c'est, je ne sais pas comment le dire, parce que moi, mon univers, c'est le livre.
c'est le livre. Toute ma vie tourne autour du livre, c'est ma passion, c'est ma drogue. Ces discours ne restent pas sans effet. Déjà, sur les lieux, quelques étudiants, à l'image de Fatoumata Djouldeba, prétendent un jour se lancer dans l'écriture. Oui, j'ai l'envie quand même, parce que j'aime beaucoup lire. J'aime lire. Quand je lis, je vois les gens qui écrivent, j'ai l'envie de devenir comme eux, quoi, parce que c'est intéressant. La lecture, je peux dire que c'est la source du savoir. Les 72 heures du livre fermeront leurs portes ce mardi et Conakry, capitale mondiale du livre, poursuivra seul le chemin jusqu'au 22 avril 2018. Il reste à savoir si cette ambition finira par se matérialiser chez les jeunes apprenants. Sur le continent, colère et émotion à l'ONU. Les Nations Unies qui n'ont pas apprécié l'initiative de Kinshasa comme pour se dédouaner de la mort des 2 experts onusiens sauvagement abattus dans le Kasaï central, la République démocratique du Congo a divulgué une vidéo, un document censé montrer cette double exécution. Des images, une méthode jugée trop brutale. Suivez. Qui a tué Michael Sharp et Zaïda Catalan, les 2 experts de l'ONU qui enquêtaient sur les fosses communes au Kasaï central. 1 mois et demi après leur mort tragique, les autorités congolaises produisent une vidéo de 2 minutes qu'elles disent tenir de la police, un montage vidéo projeté aux médias à Kinshasa. On y voit Sharp et Catalan conduits en brousse par des hommes portant le bandeau rouge, insigne de la milice Kamwina Sapu. Ceux-ci promettent de les mener jusqu'à des fosses communes. C'est un piège. Lui est abattu de 3 balles. Elle visée par un tir, puis décapitée alors qu'elle est toujours vivante. Pour le ministre de la Communication congolais, l'acte porte la signature de la milice Kamwina Sapu. Nous avons des images qui montrent de Kamwina Sapu en train de faire cela. Si ce n'est pas de Kamwina Sapu, le juge nous dira si ce n'est pas de Kamwina Sapu. Mais nous avons montré ce qu'il y a pour qu'on cesse de parler de la police et de l'armée. Ceux qui accusent les forces armées aussi n'ont pas d'éléments. Donc nous avons voulu montrer quelle est la nature de cette violence que subissent les Kassaïens aujourd'hui. C'est une violence terroriste. Des terroristes à éradiquer, martèle le gouvernement, agacé des accusations à l'encontre des forces congolaises, elles-mêmes soupçonnées de violences meurtrières qui n'épargnent pas les civils et qui lui valent des sanctions de l'ONU. Nous sommes profondément horrifiés de cette vidéo. Nous appelons le gouvernement de RDC à faire en sorte que ces meurtres et les centaines d'autres tueries dans le Kasaï fassent l'objet d'une enquête crédible, sérieuse, sans tarder, afin que les auteurs soient jugés en conformité avec la loi internationale. L'ONU, qui a authentifié la vidéo, a lancé sa propre enquête dans l'assassinat de ses enquêteurs. 40 fosses communes ont été mises à jour ces derniers mois dans la région du Kasaï, dont le sous-sol regorge de richesses. En interactualité, autre émotion, recueillement et parenthèse dans la campagne présidentielle en France. L'heure était à l'hommage ce matin à Paris, hommage national à Xavier Gigelet, ce policier de 37 ans qui est tombé la semaine dernière sous les balles de l'auteur de l'attaque des Champs-Élysées. La cérémonie s'est déroulée en présence des 2 finalistes de la course à l'Élysée et sous l'égide du chef de l'État, François Hollande. Suivez. Un héros du quotidien. C'est en ces termes que la mémoire de Xavier Gigelet, mort sur les Champs-Élysées, a été saluée aujourd'hui. Un hommage national pour ce policier tué de 2 balles en pleine tête par Karim Cherfi jeudi dernier, alors que la France apprenait une fois de plus qu'un attentat s'était produit. Lorsque sont parus les premiers messages informant les Parisiens qu'un événement grave était en cours sur les Champs-Élysées et qu'un policier avait perdu la vie, une petite voix m'a dit que c'était toi. Et elle m'a rappelé cette formule généreuse et guérisseuse. Vous n'aurez pas ma haine. Cette haine, Xavier, je ne l'ai pas parce qu'elle ne te ressemble pas. Parce qu'elle ne correspond en rien à ce qui faisait battre ton cœur, ni ce qui avait fait de toi un gendarme, puis un gardien de la paix. À toi, je voudrais te dire que tu vas rester dans mon cœur pour toujours. Je t'aime. Restons tous dignes et veillons à la paix et gardons la paix. Face au cercueil de ce gardien de la paix décédé,
De nombreuses personnalités politiques sont présentes, dont les vainqueurs du premier tour de l'élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'est parce qu'il a été policier, parce qu'il était policier, qu'il a été frappé. Et c'est en policier qu'il est tombé. Mais chacune et chacun d'entre nous ici constate également depuis plusieurs années que des paliers sont un à un franchis dans la violence à laquelle les policiers et les gendarmes sont confrontés. Ils sont devenus des cibles. Xavier Jugelé a été fait chevalier de la Légion d'honneur lors de cette cérémonie très solennelle. En France, 8 policiers et 14 gendarmes ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions en 2016. Une cérémonie en forme de parenthèse, mais plutôt la campagne a bien continué. Marine Le Pen s'est levée aux aurores pour aller à la rencontre des Français qui se lèvent tôt. Direction Rungis, près de Paris, le marché des marchés, une occasion de tirer à boulet rouge sur son adversaire Emmanuel Macron, accusé d'être l'avocat de la dérégulation et de la mondialisation. Suivez. 3 heures de visite très matinale au marché international de Rungis, passage obligé pour tout candidat. Donc voilà, le pavillon de la viande, il n'a pas changé. Non, je vois ça. Toujours aussi actif. Pour Marine Le Pen, l'occasion idéale pour développer ses thèmes. Patriotisme économique, régulation, protectionnisme, tenter de convaincre un à un les électeurs. La meilleure solution, c'est d'arrêter avec le libre-échange intégral. Voilà. C'est de dire, voilà, il y a des frontières, on se protège de la concurrence déloyale, parce que sinon on va tous mourir. Beaucoup demandent une photo. Je vais prendre une photo avec vous. Même s'ils doutent encore du programme. Si les frontières venaient être fermées, est-ce que ça ne poserait pas un problème pour l'import-export? Parce que c'est ça qui fait travailler le pays. Hein. Vous avez un doute, une interrogation là-dessus? Bien sûr, c'est normal. Dénoncer le libéralisme, la concurrence déloyale, l'incarnation même du projet d'Emmanuel Macron, selon la candidate FN. Vous savez, quand Emmanuel Macron parle, on a l'impression que c'est un manager de grande entreprise, il faut y aller à la schlag, il n'y a rien derrière. C'est la rentabilité à tout prix, on sent chez lui quelqu'un qui est capable de licencier. Le programme de Marine Le Pen séduit de nombreux professionnels présents ce matin. La présidente, ma future présidente. Oui, vous y croyez? J'espère, oui. Même si tous ne croient pas à la victoire. Je pense qu'on va perdre malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Mais Macron a des très bonnes idées aussi. Mais bon, moi, mon vote sera pour Madame Marine Le Pen, voilà. Marine Le Pen a voulu ce matin envoyer un message à la France qui travaille, qui se lève tôt, dit-elle. Un clin d'œil à destination de l'électorat de François Fillon. Des propos qui devraient se renouveler d'ici la fin de la semaine. Terminons avec la tension persistante au Venezuela. Depuis près de 3 semaines, les anti-chavistes maintiennent la pression sur Nicolás Maduro, un président accusé d'autoritarisme et d'incompétence. Une nouvelle journée de manifestation a encore été marquée par les affrontements meurtriers entre les opposants et les forces de l'ordre. Bilan, 3 morts, soit 24 personnes tuées au total depuis le début du mouvement. Suivez. Des tirs répressifs et une pluie de grenades lacrymogènes, les policiers tentent de disperser la marée humaine à l'assaut des routes vénézuéliennes. C'est le nouveau coup de force des anti-chavistes, bloquer les accès principaux à Caracas pour accentuer la pression sur le président Nicolás Maduro. Nous sommes révoltés parce que malheureusement nous n'avons plus rien, même plus de papier toilette pour nous essuyer. Nous faisons la queue pour avoir du pain, pour avoir des céréales ou du riz. Nous sommes révoltés parce que nous n'avons plus de qualité de vie. Manque de nourriture, pénurie de médicaments. Le Venezuela, pays pétrolier, paye le prix fort depuis la chute du cours de l'or noir. Une double crise à la fois économique et politique. Nous n'avons plus de gouvernement. C'est un régime totalitaire. Nous vivons une dictature. Le régime devrait écouter les gens dans la rue et comprendre que nous sommes le Venezuela et que nous voulons des élections anticipées. Assis par terre au milieu de l'autoroute, les manifestants entament leur 4e semaine de mobilisation après les affrontements mortels des jours passés. Pendant ce temps-là, Nicolás Maduro tape dans la balle avec son vice-président et choisit de répondre en postant une vidéo sur les réseaux sociaux. Au Venezuela, il y a la paix. Et la paix doit être maintenue. À tous les groupes violents, la loi vous rattrapera. Elle a déjà rattrapé bon nombre d'entre vous. C'est par cette voie que nous maintenons la paix.
Le président socialiste qui lance désormais un appel au pape François pour tenter de renouer un dialogue avec l'opposition, alors que le bilan humain des affrontements s'alourdit encore ce lundi. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout au compte de cette édition d'information. Merci de votre attention et tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Retrouvez-nous sur notre site d'information www.tamtamguinée.com pour continuer à regarder cette édition des informations. Au revoir.